Bienvenue à ce débat dominical. Dans environ 9 mois, les Béninois seront conviés aux urnes pour désigner le représentant à l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature. Vous le savez, ça fera donc un peu moins de 4 ans pour la 8e législature, déjà qui est installée en 2019. Et on se souvient des conditions de l'installation de cette Assemblée nationale, qui a été qualifiée, qui est d'ailleurs qualifiée jusqu'à présent, d'une assemblée monocolore. Alors, quelles sont les conditions pour que les législatives de 2023 soient vraiment plurielles? La question est au cœur de ce débat dominical qui reçoit pour vous sur ce plateau deux protagonistes qui vont se croiser les fers. Antoine Aroukonou, bonjour. Bonjour, monsieur Gilles Christ. Vous êtes acteur politique, membre du Bloc républicain, l'un des partis qui soutient les actions du chef de l'État. Merci d'être là. C'est moi. En face de vous, Mohamed Yamidi, bonjour. Bonjour Gilles Christ. Vous êtes, vous, acteur politique aussi, membre du parti Restaurer la confiance. Merci de votre présence. C'est un plaisir. Votre parti, d'ailleurs, qui vient de recevoir son récépissé définitif, je vous félicite. Je vous présente toutes mes félicitations. Oh, comment vous sentez-vous à l'heure là maintenant, quelques heures après l'obtention de votre récépissé définitif? Bon, vous savez, comment on doit se sentir? C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de mythes autour de ce qui est administratif, si bien que quand vous réussissez à faire quelque chose qui pour beaucoup de gens paraît si difficile, bon, on vous met à vous féliciter. Nous n'allons pas dire non pour les félicitations, mais il est bien de se conformer aux lois. Ça vous confère une existence légale désormais. Évidemment, puisqu'il est bien, il est normal de se conformer aux lois. Quand on mène un combat dans un pays, il faut se conformer aux lois du pays, même si l'on n'est pas d'accord avec la loi. Il faut se conformer aux lois. Et justement, ça nous permet de rentrer de plein pied dans ce débat. C'est vrai que dans la deuxième partie, nous allons parler des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la question de la cherté de la vie. Vous savez, en Conseil des ministres, le gouvernement a donc pris certaines mesures pour réguler les prix des produits sur le marché. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Le temps aussi pour moi de rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous donner leurs avis sur l'un ou l'autre des sujets que nous développons dans ce programme. Le numéro WhatsApp est affiché à l'écran et puisque nous sommes en direct, je me ferai le porte-voix de vous, nos téléspectateurs, dans cette émission. Seulement des messages textes. Les audios ne sont pas admis, encore moins les appels dans cette émission. Mohamed Yamini, vous parliez de texte tout à l'heure. Jusqu'à preuve du contraire, la législature ou la législation électorale ne changera pas avant les législatives de 2023. Jusqu'à présent, est-ce que vous avez l'impression que nous avons aujourd'hui, est-ce que les conditions sont remplies au point des textes pour que les élections soient vraiment ouvertes? Merci. Vous savez, concernant les élections législatives de 2023, nous sommes, le parti Restaurer la confiance, un parti d'opposition. Nous sommes en opposition claire face à la gouvernance actuelle. Et concernant les législatives de 2023, vous savez, nous sommes totalement prêts. Nous sommes totalement prêts et nous sommes engagés pour ces élections à venir. Et que ce soit la présidentielle, que ce soit les législatives, que ce soit les communales, les locales, nous sommes engagés. Nous n'avons pas à banaliser une élection. Quelle que soit l'élection, nous sommes totalement engagés et nous, notre parti est prêt. Nous sommes totalement prêts et nous allons au fond. Nous devons affronter, nous devons faire tout ce qui est possible pour ne même pas dire l'impossible pour pouvoir participer à cette élection. En tant que parti d'opposition, nous avons à faire tout ce qui est possible pour empêcher, c'est-à-dire que pour éviter tout ce qui pourrait être de petites contorsions, tout ce qui pourrait être des pièges que les amis d'en face pourraient poser pour nous empêcher de participer à ces élections. Et nous l'avons déjà démontré en participant au présidentiel passé, vous le savez. Et donc pour nous, il n'est pas question de ne pas participer à ces élections à venir. Il n'est pas question de ne pas participer, parce que ces élections à venir, ces élections législatives de 2023 sont capitales pour notre processus démocratique. Et nous, on l'avait déjà dit. Nous, on l'avait déjà dit que les élections à venir, c'est-à-dire la 10e législature, si je ne me trompe, sera un parlement, le parlement qui sera... La 9e législature. La 9e législature. Le parlement qui sera installé à l'issue de ces élections législatives de 2023 sera un parlement de transition. Et donc, nous faisons tout. Nous devons être présents, d'accord, à l'Assemblée en 2023 pour pouvoir, d'accord, puisque c'est nous, notre programme, c'est ce que nous avons dit qui est en train d'être fait là maintenant. Ça n'a pas échappé au contexte politique du pays quand vous regardez, puisqu'il s'agira d'un parlement de transition. Et nous,
on l'avait déjà dit. Et comme nous l'avions déjà dit, il faut que nous allons absolument tout faire pour pouvoir participer et être présents à l'Assemblée pour que ce que nous avons prévu, ce que nous avons concomité dans notre programme puisse être détaillé, que les idées que nous avons puissent être soumises au Parlement. Mais avant d'y arriver, il faut bien que la route soit vraiment balisée. Soit atteint. La route... Est-ce que vous voyez des obstacles à l'horizon? Des obstacles, il peut y en avoir. Des obstacles, on ne peut pas faire totalement fi de ça. Nous sommes un parti d'opposition. Oui. Et nous avons en face des gens face à nous. Et donc, il revient à nous, en tant que parti d'opposition, de tout faire pour pouvoir participer aux élections. Et chacun jouera son rôle. Et je vous le répète, nous l'avons déjà prouvé en participant au présidentiel. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et nous le ferons encore. Toutes les fois où il y aura élection, nous n'allons pas banaliser parce que nous comptons conquérir tous les espaces de pouvoir pour pouvoir décliner notre vision, pour pouvoir mettre en pratique notre vision, parce que nous avons des idées. Très bien. On va revenir tout à l'heure à vos différentes idées. Antoine Adoukonou, est-ce que dans la législation électorale, les conditions sont remplies pour que les élections soient vraiment ouvertes à tous? Bon, qu'est-ce que vous mettez dans les conditions sont remplies? Est-ce qu'il n'y a pas de pièges qui puissent empêcher tel ou tel parti d'aller aux élections, par exemple? Non, je ne crois pas, puisque les tests ont un caractère général. Il n'y a pas que les tests s'appliquent à un groupe et ne s'appliquent pas à un autre. Donc, moi, je pose la question parce qu'en se référant à un passé très récent, 2019, on a beaucoup indexé les textes. On a estimé que les textes étaient pris dans des conditions particulières, par des députés qui ne les maîtrisaient peut-être pas et qu'ils ont été conçus pour pouvoir bloquer tel ou tel. Bon, je pense que toutes ces questions, à ma foi, c'était une vue de l'esprit, puisque aujourd'hui, si je vais prendre un exemple terre à terre, on avait dit que la nouvelle réforme sur la charte des partis politiques, que ça causait problème. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas changé ces tests, et pourtant des partis secrets, et on leur récépissé provisoire puis définitif. Donc en fait, il y avait plus de peur que de mal. C'était des nouvelles réformes et les gens pensaient peut-être qu'en criant, le cri peut avoir un effet dissuasif, mais malheureusement, les députés sont restés fermes dans leur logique, puisque le diagnostic a été bien fait, et ils pensent que, au fait, ce n'est pas les tests qu'il faut changer, mais c'est les hommes qui doivent changer leur comportement, leurs habitudes pour se conformer aux tests. C'est pourquoi je dis... Donc pour que nous ayons des élections vraiment ouvertes, ce ne sont pas des textes qu'il faut changer, mais des hommes. Des hommes. Est-ce que les hommes là sont prêts à changer alors? Bon, ils ont le choix. Ils ont le choix. S'ils ne changent pas... Et parlant d'hommes, c'est qui précisément déjà? Non, je parle des partis politiques. D'accord. Je parle des partis politiques. Toutes tendances confondues. Toutes tendances confondues. Les tests sont des règles du jeu qui sont mis là. Et tant que ces tests ne sont pas changés, c'est nous qui devons nous adapter. Si vous avez vu un parti comme Restaurer l'Espoir qui ne veut pas aller aux élections, c'est un choix. D'accord? On ne peut pas dire que oui, les élections doivent être inclusives au point où on va dire, bon, il faut aller s'agenouiller à ce parti pour dire qu'il faut participer aux élections. C'est un choix. S'ils choisissent de ne pas aller, c'est un choix. S'il y a des partis, je suis déjà très content. Vous avez vu, monsieur Léamé dit qu'ils feront tout pour y être là. Et c'est ça ce qu'il faut d'abord avoir comme vision. Il ne faut pas avoir que, bon, les tests sont là. Les tests sont là pour tout le monde. Et tous les partis qui veulent participer se sont conformés à ces tests. On ne peut pas permettre à d'autres d'y rester en marge pour être présents à ces élections. Mohamed Niamidi, on se souvient des élections de 2019, je l'ai dit tout à l'heure, après 2020, les communales, et on s'est rendu compte que, comparativement au passé, les conditions pour pouvoir même voir son dossier ou ses dossiers validés à la Sénat ont été beaucoup plus corsées et que même la Sénat devient une barrière importante dans le processus vers une élection. Est-ce qu'aujourd'hui, cette confiance que vous nourrissez n'est pas un peu trop exagérée en considérant les exigences du code électoral et peut-être aussi l'achat des partis politiques? Merci. Qu'est-ce qui a réellement changé par rapport au code avec lequel on a fait l'élection de 2021? Nous sommes dans le pays et tout est là. 2019? Non. 2021. Quand je me situe dans votre contexte, l'élection récente, c'est l'élection de 2021. Et le code
c'est le même code qui était en vigueur, c'est le même code qui est toujours en vigueur. Et nous avons balisé tout ça, et je vous le répète, nous sommes un parti d'opposition et nous ferons tout ce qui est possible. Il n'y a plus d'excuses pour nous que c'est des mesures prises par, ou bien que ce sont des pièges mis sur le chemin par les amis d'en face pour ne pas participer aux élections. Et si vous faisiez allusion, parce que dans ce que vous dites, si vous faisiez allusion, parce qu'on est en train de parler des élections législatives de 2023, si vous faisiez allusion, entre autres, à 2019, où il y avait eu les dernières élections législatives, si vous faisiez allusion à 2019, il faut remarquer aisément, que le temps nous a permis de le comprendre, que ce qui est à l'origine, cette crainte que beaucoup de gens nourrissent est née du fait d'une dualité. La crainte de se voir sous la crainte de ne pas pouvoir participer aux élections est née, ça tire sa source d'une dualité. Laquelle dualité est entre le président Talon et l'ancien président Boni Yayi. Et donc, nous sommes totalement démarqués de cette dualité. C'est pourquoi nous avons pris en main nos responsabilités et nous sommes partis avec notre tendance qui dit que quoi qu'il en soit, il faut toujours amener l'électeur à aller s'exprimer dans les urnes. Et donc, pour nous, c'est important. Il est important de toujours participer aux élections. L'élection est le seul moyen prévu par le processus démocratique pour pouvoir changer les choses. Et donc, participer aux élections, participer à l'élection de 2023 pour pouvoir, comme on le dit, il en est résulté de cette dualité dont je vous parle, un déficit, c'est-à-dire que ça s'est encore accentué. C'est-à-dire quoi? La confiance s'est totalement érodée. Et à partir du moment où la confiance s'est érodée, il faut retourner aux urnes. On ne peut changer cela qu'en passant par les urnes. Il faut amener les citoyens à aller s'exprimer pour que nous puissions rétablir la confiance entre le peuple et ses institutions, entre les élus et les électeurs. Quand on n'est pas d'accord, quand on n'est pas content, la seule manière de le manifester en démocratie, c'est d'aller voter. Et donc, cette dualité qui a amené cette crainte, cette dualité entre le président Talon et le président Yayi, c'est ça qui nous a conduit à cet environnement dans lequel on est aujourd'hui, où l'on craint de ne pas pouvoir participer. Et quand vous vous rappelez, si vous vous souvenez, notre démocratie avec ce chemin, a commencé par avoir des problèmes à partir de la dualité qu'il y avait déjà eu à l'époque entre l'ancien président Soglo et l'ancien président Kérékou. C'est-à-dire, si tu n'es pas pour Soglo, tu dois être pour Kérékou. Si tu n'es pas pour Kérékou, alors tu dois être pour Soglo. Alors, le président Kérékou est venu. Lui, il a maintenu une position qui a fait qu'il a su gérer. Et donc, il a su gérer et il a géré tout au long de ces 2 mandats. Et ça a permis donc l'émergence du président Boni Yayi, de l'ancien président Boni Yayi, qui lui, il est venu. Mais quand lui, il est venu, il n'a pas su gérer comme l'a fait son président. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu et il en est arrivé, après 10 ans de gouvernance, à créer sa tendance qui fera qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à la dualité Talon-Yayi, et qui fait que il y a une tendance qui va avec Boni et qui crée cet environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela a entraîné? C'est-à-dire que la conclusion de cela, c'est quoi? C'est que nous sommes allés de rupture démocratique en rupture démocratique, c'est-à-dire le président Yayi, quand il est venu, il a créé ce que nous appelons la démocratie du changement. C'est ça. La démocratie du changement. Oui. Je vais revenir à vous. Simplement parce que lui, il estimait que ce qu'il y avait avant lui, c'était ce qu'il a appelé une démocratie Nescafé. Oui. Et ceux qui sont là aujourd'hui, ils l'ont combattu. Le peuple a d'ailleurs combattu la démocratie du changement du président Boni Yayi, en faisant en sorte que ceux qui sont là aujourd'hui puissent venir au pouvoir. Et eux, quand ils sont venus, ils n'ont pas cru devoir comprendre qu'il faut revenir à la démocratie, au principe de base de la démocratie universelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait à leur tour? Ils ont créé la démocratie de la rupture. Donc, et la démocratie de la rupture, c'est ça qui nous a conduit notamment à ce Parlement monocolore, d'où la confiance est totalement érodée, qui fait qu'aujourd'hui, l'on craint de voir, est-ce qu'avec les lois en place,
l'on ne risque pas encore d'assister à ce que... On est en train de dire là, c'est ça. À la question que vous posez. Très bien. Votre démonstration, elle a finalement abouti. Antoine Adoukonou, et là, je vais prendre votre avis sur cet aspect qu'il a développé. Est-ce que vous avez l'impression que nos élections, nos dernières élections, sont prisonnières de cette compétition? Je vais employer ce terme de façon amicale, entre Patrice Talon et Boni Yayi. Est-ce que leur dualité, comme il le dit, je le cite, emprisonne parfois le jeu électoral, de sorte à ce que parfois les populations n'aient pas vraiment beaucoup de choix? Non, je pense que ça c'est une évidence. Mais avant d'arriver à cette question, je voudrais quand même faire une petite parenthèse, puisque vous avez semblé dire tout à l'heure que la Sénat est craint au point où elle est devenue vraiment un arbitre du jeu. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. La Sénat n'a pas pour vocation de produire les tests. Elle n'a pour vocation que de les appliquer. Il ne revient pas, comme le dit le président Tiando, à la Sénat de voir si est-ce que le parrainage c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Non. Dès que les acteurs politiques créent cet instrument, lui, quand le dossier arrive à son niveau, il applique. Mais son rôle, ce n'est pas de savoir est-ce que le certificat de conformité c'est bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce que lorsqu'il y a doublon, il faut rejeter les dossiers. Non, c'est la loi qui a pris toutes ces mesures. Et donc la Sénat n'est que dans un rôle d'application des tests. Il faut que cela soit clair au niveau de tout un chacun de nous. La Sénat a joué pleinement son rôle compte tenu des données de loi qu'elle a à sa disposition. Si, à travers la décision de la Cour constitutionnelle, un document appelé certificat de conformité n'était pas apparu, la Sénat n'allait pas chercher ce document dans les dossiers. Donc, la Sénat n'a pas vocation de produire les tests, donc n'a pas vocation de voir si est-ce que les tests c'est bien ou bien c'est mauvais. Non. Dès que les tests sont votés, la Sénat n'a pour vocation que de les appliquer. Donc, s'il faut s'en prendre à quelqu'un, c'est toujours aux acteurs qui produisent les tests et non la Sénat. Je reviens maintenant à votre question. Je pense que, en réalité, ce qui est dit là n'est pas rejeté totalement si on se met dans le contexte de 2019. Parce que si vous voyez bien ce qui s'est passé en 2019, le fait que on veut aller contre le pouvoir en place, on a trouvé la force que dans le groupe où le président de la République, Yayi Boni, se trouvait. C'est-à-dire qu'il faut aussi une force aussi forte pour aller contre le gouvernement. Et quand vous voyez bien notre psychologie et sociologie politique, électorale, les gens se regroupent toujours autour de quelqu'un qui a l'audition et qui a les moyens financiers pour aller faire un combat. Donc cet environnement aussi a beaucoup contribué à ce qu'on est arrivé à ces échecs, parce que j'ai dans le groupe des opposants d'alors, on en discute avec beaucoup d'autres qui en réalité ont compris que le président Yayi Boni en a hérité pour beaucoup, pour que les gens ne participent pas aux élections. Parce que il tenait le groupe en main et il ne dictait que sa loi. Et comme c'est lui... Est-ce que vous avez des preuves? Vous n'êtes pas militant de son parti politique? Bon, ça c'est vrai, mais je suis un homme politique, je suis sur le terrain. Il y a de fortes chances que ce que vous dites soit des conjectures. Mais dans tous les cas, lorsque vous observez bien, quand le récépissé définitif de FCBE a été remis à Rompa et Consort, vous avez vu ce qui a suivi. Ça montre que, une fois que ce n'est pas la ligne du président Yayi Boni qui est en jeu dans ce parti qu'il a fondé lui-même, il y a eu rapidement scission. Ce qui montre qu'il avait beaucoup à dicter sa loi dans ce groupe. Vous avez vu lors des présidentielles ce qui s'est passé, où on a eu plusieurs candidatures au sein des démocrates. C'est toujours parce que peut-être il avait voulu faire passer sa volonté que de voir Mme Réki Amadou comme candidat, et d'autres n'étaient pas d'accord.
Donc, il faut reconnaître que ces lobbies qui se font autour des chefs d'État sont de nature à ne pas permettre à ce que vraiment on avance. Donc, c'est ça qui s'est passé en réalité en 2019. Et puisque là, nous parlons des conditions d'une élection plurielle en 2023, quelle partition devrait jouer alors Boni Yayi? Est-ce qu'il devrait complètement se cacher? Est-ce qu'il ne devrait plus opiner du tout sur la scène politique? Dans le même temps, ailleurs, les Barack Obama ne se sont pas tus. Jusqu'à présent, Laurent Gbagbo continue de parler politique. Lorsqu'on finit de gérer l'État, la vie ne s'arrête pas là. Je crois que, au fait, ce qu'il faut éviter, c'est d'éviter de personnaliser les partis. Si on réduit les partis... C'est ça l'esprit de la réforme, non? Ça n'a pas été réglé? Bon, en fait, ça, si c'est réglé, c'est dans le comportement qu'il faut le voir. Si aujourd'hui, on veut éviter cela, c'est que les partis politiques doivent s'affirmer. Mais si les partis politiques sont tels qu'ils doivent écouter la volonté d'un individu, c'est qu'on n'en finirait pas. Le problème, ce n'est pas de ramener le président Yayi Boni à de meilleurs sentiments, mais c'est de beaucoup plus travailler à ce que les partis politiques se responsabilisent plus. Il faut que le parti, les démocrates, dont il est le président d'honneur, sachent qu'ils ont un parti politique, ils ont des instances de décision, et que ces instances de décision doivent fonctionner. Et vous ne verrez dans aucun test, ou bien dans le test démocrate, où on va dire que si le président Yayi Boni dit telle chose, c'est fini, on ne peut pas faire comme ça. Il y a tous des instances de décision. Donc, il faut on ne va pas non plus faire de la fixation sur leur parti. Il y a donc, une bonne quinzaine de partis politiques puisque c'est de Boni Yayi qu'il s'agit, mais cela est valable pour tous les partis politiques enregistrés régulièrement au Bénin. Alors, lorsqu'on vous suit, et ça c'est depuis bien longtemps, depuis 2019 déjà, vous n'avez jamais estimé que l'exécutif a éprouvé le moindre besoin d'exclure ses adversaires. Mais au sein du parti Restaurer la confiance aussi, le discours n'est pas très loin non plus. Vous estimez qu'aujourd'hui, il revient fondamentalement au parti politique de se préparer à ce rendez-vous électoral et vous êtes très confiant en ce que l'exécutif fait. C'est un peu ça, si je vous résume bien, avant de poser ma question. Nous sommes confiants en notre projet, nous sommes confiants en notre cas. Est-ce que vous êtes confiant qu'on ne va pas vous exclure, par exemple? Je vous ai dit, nous avons déjà apporté la preuve de ce que plus aucun processus électoral, c'est-à-dire que plus aucune élection ne peut nous exclure. Nous ne devons pas l'admettre. Nous n'avons même pas à faire en sorte que ça... Nous ne devrons plus prendre pour excuse le fait que le gouvernement, les amis d'en face, ont posé des pièges pour pouvoir nous exclure. Cette posture que vous avez... Nous sommes un parti d'opposition et en tant que tel, nous nous préparons à ce que la bataille soit rude. Et nous prenons par tous les moyens pour éviter tout ce qui peut nous empêcher de participer à l'élection. Nous prenons le test, nous essayons de comprendre le test au mieux pour pouvoir y faire. Et au-delà de en vous, tant que votre parti, chacun doit jouer son rôle. Quand on parle des institutions qui organisent les élections, chacun doit aussi jouer son rôle. Et nous, en tant que parti, qu'est-ce que nous avons à faire aujourd'hui? Nous demandons, et je profite... Et là, je voudrais que vous puissiez aller au-delà de votre parti, personnellement. Ce que nous avons à faire pour être nombreux à aller aux élections. Nous demandons là déjà que les électeurs, que le peuple, qui doit aller choisir librement ses représentants, puisse sortir massivement pour aller se faire enrôler au processus du RAVIP. Parce que souvenez-vous, quand on avait organisé le RAVIP, quand le RAVIP avait été lancé, il n'avait pas été question d'élection. Maintenant, la loi dit que ça c'est la partie du RAVIP que la liste électorale informatisée sera extraite. Et donc, à partir de ce moment, nous incitons, nous demandons aux populations de sortir massivement pour aller se faire enrôler, pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale informatisée, pour pouvoir participer donc au choix de leurs représentants. Parce qu'il s'agit là de choisir les représentants du peuple. Il s'agit là pour pouvoir mettre fin à la crise de représentativité que nous subissons, que nous voyons là depuis 2019. Et donc, nous demandons à ce que les gens sortent massivement pour pouvoir être en mesure de faire le choix. Et nous demandons aussi au gouvernement à terme de faire en sorte que la carte qui va servir de carte d'électeur, le CIP ou le CIP, la carte qui va servir de carte d'électeur, puisse être disponible pour tous les citoyens en âge de voter, puisque la carte soit gratuite pour que les citoyens puissent aller exprimer leur vote. D'accord? Donc, voilà le rôle qu'il revient, nous en tant que parti, que nous revient de faire, et de travailler sur notre offre,
de travailler sur notre offre pour que le peuple, l'électeur qui choisit, puisse se voir pris en compte dans notre offre et savoir que les solutions que nous proposons, qui sont réalistes, sont proches des solutions pour les problèmes du pays. Et là, nous sommes amenés donc à parler de ce qui compte pour l'électeur. Ce qui compte pour l'électeur, c'est de savoir que l'offre politique que nous faisons ou que les partis qui veulent compétir à l'élection, en fait, prennent en compte les difficultés, c'est-à-dire que le quotidien du peuple, et c'est de cela que nous souhaitons parler. Il est là maintenant temps que l'on puisse débattre de ces questions-là. Il est là, il est temps que les députés du BL, les députés de l'UP, puisque c'est eux qui ont gouverné, qui ont eu la chance de représenter le peuple à qui l'Assemblée. ont, d'une manière ou d'une autre, qui sont restés à l'Assemblée nationale pendant 4 ans. Il est temps qu'ils viennent et qu'on puisse débattre, qu'ils exposent les visions et qu'ils l'assument. Donc, il est temps qu'on puisse débattre de ce qu'ils ont eu à faire. Les lois qui ont été votées là, est-ce que les aspirations du peuple ont été prises en compte? Les lois, je prends par exemple la loi sur l'embauche, qui a instauré davantage la précarité, qui nous a mis dans une situation compliquée, qui a amené le sous-emploi. Une loi qui favorise beaucoup plus l'employeur que l'employé, qui fait donc en sorte que ceux qui sont déjà bien seront toujours bien, sont toujours riches, et que les gens de bas niveau vont rester à ce niveau-là, de pouvoir évoluer. Une loi donc qui, en quelque sorte, légalise la précarité. Ces lois-là, il faut qu'on en débatte. Il faut qu'on en débatte. Est-ce qu'on en débatte? La loi, par exemple, sur l'interruption volontaire de grossesse. C'est ça. D'accord? Dans le contexte sociologique, nous sommes un parti sur la santé sexuelle et à la reproduction. Nous sommes un parti souverainiste et nous, dans nos idées, nous sommes très attachés Oui. à la famille. C'est ça. On reviendra un peu pour faire le bilan Ces de la lois 8e sont là, législature. la loi, par exemple, au niveau de la décentralisation, Oui. qui fait que le peuple est totalement réduit, l'électeur est totalement réduit au rôle d'électeur, il ne fait que lire les décisions qui concernent la base, qui concernent la localité, qui ont été déportées et qui ont été amenées au sommet. Cette loi-là, par exemple, il faut qu'on en débatte. C'est ça. Et donc, on reviendra pour le bilan de la 8e législature, mais Antoine Adoukono a des choses à dire justement sur cet aspect-là, le rôle des partis politiques, pour que nous puissions avoir une élection avec une participation massive des partis aujourd'hui. Non, je crois que le rôle des partis politiques, est-ce qu'il faut encore en préciser, puisque un parti politique a pour vocation de conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer. Donc, ça m'étonnerait beaucoup que, à une élection, un parti politique ne soit pas en mesure de se mettre à jour pour y participer. Puisque aujourd'hui, pour exercer le pouvoir d'État, vous ne pouvez que le faire aujourd'hui à travers les élections. C'est ce que notre Constitution a dit, que la souveraineté est exercée par voie de représentation. Donc, si le peuple ne vous donne pas le pouvoir à travers les urnes, vous aurez, pour être parti politique, vous allez crier, vous allez animer la vie politique, mais vous ne pouvez pas avoir un pouvoir en main pour décider. Si vous n'êtes pas représenté à l'Assemblée nationale, vous pouvez critiquer les lois, c'est normal, mais vous n'aurez pas l'occasion de dire non, ou de dire oui, ou d'amender, puisque vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale. Donc, si je m'en tiens à cet aspect, je crois que les partis politiques régulièrement enregistrés doivent tous être dans la posture de participer aux élections. Je regrette que un déjà des partis ait malheureusement annoncé qu'il ne participera pas aux élections et je ne souhaiterais pas que la liste s'allonge puisque nous avons déjà près de 15 partis politiques qui sont régulièrement enregistrés et mon souhait c'est que tous ces 15 partis politiques arrivent quand même à aller aux élections et que le peuple nous départage. Si on se retrouve dans un cas de figure, si un parti n'est pas arrivé à tirer son épingle du jeu, il prendra acte et ne nous dira plus que c'est de l'exclusion. Parce que, en réalité, quand on parle de l'exclusion, on peut s'exclure soi-même. Si vous êtes d'accord qu'aucune instance n'a restauré l'espoir pour les élections de 2023. Mais le parti même a déjà dit, je n'y participe pas. Vous voyez. Donc, après, on ne peut pas me dire que c'est parce qu'il y a exclusion. Et moi, je vois les partis qui se créent gauche à droite là et
des fois, ça me fait pitié, mais je dis, allons-y, on verra le résultat. Pourquoi? Parce que là, dans les réformes, un diagnostic a été fait. Et il y a une vision qui est projetée dans l'avenir à travers le système partisan. 15 partis politiques, c'est déjà trop. C'est déjà trop parce que... Ça dérange qui, en fait? Celui que ça dérange tout le monde. Parce qu'à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne nous dérange pas, non? Non, à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Puisque la loi dit qu'il faut au moins 10% pour être éligible dans les circonscriptions. Ça veut dire quoi? Quand je prends 100 divisé par 10, ça va 10. Ça veut dire que c'est au plus 10 partis politiques, en principe, qui peuvent participer au jeu électoral et espérer avoir un siège au moins à l'Assemblée nationale. Dans le contexte actuel, si 15 partis politiques participent aux élections, c'est qu'on a déjà au moins 5 qui ont 0 député. Ça, c'est clair. Et les 5 là, est-ce qu'ils sont prêts à dire que... Qu'on ne les a pas exclus, c'est ça? Qu'on ne les a pas exclus, ou bien que ce n'est pas les tests, que c'est eux-mêmes. Ils viendront vous dire que, oui, pourquoi on va dire 10%? Pourquoi on va dire 10%? Alors ils savent bien qu'il y a 10%. C'est ça. Vous voyez? Donc, si tout le monde devait rester dans l'esprit de la réforme, c'est que on va créer au plus 2, 3, 4, 5 partis politiques, et quand on va aux élections, on est sûr que tout le monde peut engranger les 10%, et que le problème va rester dans les circonscriptions. Mais aujourd'hui, tout le monde va créer son parti, tout le monde va créer son parti. Et moi, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas parce que là où nous allons, si on ne sait pas faire, on va se retrouver dans le vrai monocolore. Ça là, l'autre monocolore là, c'est qu'il y a 2 partis qui ont participé. Mais aujourd'hui, bon, si les 15 partis participent... En même temps, c'était une réunion familiale. Non, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Parce que, vous savez, ne serait-ce que pour... On a le vrai monocolore comment? Oui, ne serait-ce que... Suivez bien ce que je vous dis. Ne serait-ce que pour la qualité de notre démocratie, personne n'aurait souhaité que nous ayons une assemblée où il n'y a pas d'opposants. D'accord? Donc notre souhait, c'est qu'il y ait la présence de l'opposition. Cela n'empêche pas qu'on vote les lois, hein, puisque les statistiques sont là. Les assemblées qui n'ont pas été monocolores, on a vu beaucoup de lois qui ont été votées à 100%. Ça, c'est la politique. Mais, ne serait-ce que l'image, il faudrait qu'il y ait des opposants. Mais quelles sont les conditions pour qu'il y ait des opposants? C'est qu'il faut des partis d'opposition qui arrivent à avoir 10% et à lever des sièges. Et vous voyez dans cette opposition-là, des partis se multiplient. Est-ce que c'est en se multipliant qu'ils s'approchent des 10% ou bien c'est en se réunissant? Moi, c'est le problème. Lorsque restaurer la confiance à 5% et que FCBE à 5%, ça va être 10% s'ils étaient ensemble. Mais comme ils sont séparés, ils auront tous 5%, 5%, et personne n'aura 10%, et ils auront 0 député. Donc, le fait que les gens créent les partis et ils vont aller chercher les récépissés tous les jours, ils sont en train de s'éloigner de la réalité. L'idéal aurait été que les gens se consolident. Ça, c'est mon souhait pour qu'on soit sûr qu'au moins les partis de l'opposition sont en mesure de lever les 10%. Mais je n'ai qu'une seule voix. Oui, ils me diront que c'est le peuple qui va nous départager. Donc, wait and see. On ira aux élections. Mais ce que moi, j'ai toujours décrié. C'est la démultiplication des partis, c'est ça? Non. Ça, c'est un fait. Mais je dis, les règles du jeu, on les connaît avant le jeu. Dès qu'on fait un choix, dès que l'opposition fait l'option de ne pas se regrouper, et que chacun a voulu garder son identité. Il y a au moins 5 partis à la mouvance. Hein. Je ne refuse pas ce que je dis. Ce que je dis est valable. Donc c'est vous qui pensez que je dis si vous ne pouvez est pas valable pour la mouvance comme pour l'opposition. Vous avez vu, l'UDBN est de la mouvance, le PRD est de la mouvance. Ils sont allés aux élections communales et ils ne s'en sont pas sortis. D'accord? Ils ont émietté la voix. Parce qu'ils sont allés dire qu'ils sont talons. Non. Non. Qu'est-ce qu'ils sont allés dire? Non. Ce que je dis,
C'est des partis de la mouvance. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés dire, les partis de la mouvance? J'ai dit qu'ils sont des partis de la mouvance. Je ne dis pas non, mais qu'est-ce qu'ils sont allés Mais on n'a dire? pas manqué. Quelle est l'offre qu'ils sont allés faire aux populations? C'est quoi je dis. Nous sommes de talent. C'est quoi je dis. Le PRD a eu 5%. L'UDB a eu 5%. 2%. D'accord? Et ça fait 7%. D'accord? S'il y en avait d'autres, c'est-à-dire le fait de s'émietter a pour conséquent d'émietter les voix, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance. Si l'Union progressiste et le BR s'en sortent, ne pensez pas que c'est le fait seulement d'être de la mouvance présidentielle. Donc c'est le fait de dire qu'on est talent. Non, ce n'est pas le fait de dire qu'on est talent. Vous êtes du BR. Non, ce n'est pas le fait de... Vous êtes du BR. Ce qu'on vous dit... Vous êtes du BR. Le BR parle de quoi quand il va sur le terrain? Vous parlez de Moël, vous parlez de PRD. Vous n'êtes pas du PRD. Vous n'êtes pas du Moël. Écoutez ce que je vous dis. Soyons réalistes. Oui. On fait des tests pour dire nous voulons aller vers des partis politiques consolidés. La réalité nous amène à voir. On n'a pas, monsieur Léamidi, écoutez ce que je vous dis. La réalité nous amène à voir qu'en 2019, il y avait que UP et BR. Donc vous n'êtes pas habitué à la présence des autres des partis de l'opposition. Écoutez ce que je vous dis. Écoutez ce que je vous dis. Pour que vous ne soyez pas surpris. L'Assemblée monocolore, là, on le lit aujourd'hui au fait que il n'y a que deux partis politiques. Il n'y a qu'une seule tendance qui est la tendance du pouvoir. Je ne refuse pas. Il n'y a que deux partis politiques qui sont allés aux élections. Et ces deux partis politiques se réclament tous de la mouvance présidentielle. C'est pourquoi on parle d'assemblée monocolore. D'accord? Nous avons toujours la présence de ces deux partis politiques. Si à l'issue des élections, ce n'est que ces deux partis politiques qui ont plus de 10%, nous aurons encore quelle assemblée? On aura toujours la même assemblée. Donc, ce n'est pas parce que deux partis ont participé qui est le problème. Le vrai problème, c'est d'avoir une opposition capable d'avoir 10% pour se faire représenter. C'est ça le vrai problème. Monsieur Antoine Adoukono. Cette nuance-là, qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que là, vous venez d'avoir votre récépissé définitif. Il y a un autre parti, la Nouvelle Alliance, qui a aussi son récépissé définitif. Il y a la FCBE qui est là. Très bien, on vous a compris. Ça dit que... Permettez maintenant. Bon, en tout cas, on verra la fin. Je ne voudrais pas faire de procès d'intention. Ne mélangez pas les choses. Vous avez dit, vous venez d'avoir votre récépissé. Il y a aussi un autre parti. Nous avons été clairs dès le Congrès. Et là, nous sommes encore clairs. Nous avons maintenu notre ligne, que nous sommes un parti d'opposition. Oui. Quand vous parlez de d'autres partis, vous savez de quel bord ils sont? De toute façon, c'est vrai que ici, c'est vous qui posez les questions, mais dites-moi, vous savez de quel bord ils sont? Est-ce que pour les législatives, on ne parle pas d'opposition? Vous les avez vus dire qu'ils sont de l'opposition? Même vous-même qui dites ça, vous n'avez pas encore rempli les critères pour être un parti d'opposition. Nous avons déjà dit. Et nous mettons la ligne, et nous allons le faire très bientôt. Mais déjà là, un parti qui dit qu'il n'est ni à gauche ni à droite, vous voulez qu'il soit où? Nous avons été clairs que nous sommes un parti d'opposition. Et nous continuons sur le processus. Et vous n'êtes pas les seuls à le dire. Il y a la FCBE, il y a le NFL ou bien quelque chose là. Nous venons d'obtenir le récépissé. Et nous allons faire la démarche suivante, qui est la déclaration d'opposition. Ça va être fait. C'est déjà programmé, ça va être fait. Donc nous suivons les tests. Parce que les tests même ont prévu que si tu n'es pas opposant, tu dois être mouvancier. Les tests n'ont pas prévu des gens qui viennent donc créer des problèmes aux tests pour dire qu'on n'est ni là-bas ni ici. Il faut être quelque part. Et dans ce sens, déjà, dans ce sens, nous trouvons à l'occasion d'une élection, lorsque chaque parti dépose son dossier, ce n'est pas forcément ça que j'ai entendu M. Adoukono dire parler du fait de... Vous savez, aujourd'hui, dites-moi, est-ce qu'il suffit d'être de talent, d'accord, pour être élu, pour avoir les 10%? Est-ce qu'il suffit d'être de talent pour pouvoir espérer emporter l'adhésion de la population? Écoutez-moi, monsieur Adoukono, écoutez-moi. Vous n'êtes pas habitué à la présence des autres, des partis de l'opposition comme nous. Et nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là quand vous avez fait ce que j'appelle un regroupement familial pour partager les biens, pour dire, bon, toi, tu prends ces choses. Nous n'étions pas là. Maintenant, nous serons là. Et donc, que cela soit acté. Et donc, aujourd'hui, quand vous prenez globalement, 80% des électeurs veulent qu'une autre tendance que les vôtres soit présente au Parlement. Que l'opposition, écoutez-moi, 80%, sortez. Demandez, même dans votre camp, il y a des gens qui veulent que nous soyons là. Parce qu'ils sont fatigués de rester dans la posture dans laquelle vous êtes là, vous, députés, demandez-le. Donc, 80% aujourd'hui du peuple veut que l'opposition, sa globalité, soit au Parlement. Donc, la dynamique est de notre côté. Il en revient donc. Quand vous prenez les 80%,
il y a une infime minorité, une infime minorité d'environ 10% qui représente l'autre extrême. C'est-à-dire qu'il y a l'extrême, les vôtres, ceux qui veulent, par exemple, environ, parce que j'ai dit 80%, donc il y a 20% environ, qui veulent que le Parlement, le prochain, soit monocolore comme il est là déjà, UPBA. Et donc, il y a 80% du peuple qui veut que l'opposition, dans la globalité, soit présente au Parlement. Et dans les 80%, vous avez environ 10% de l'autre extrême qui veulent aussi, comme vous, c'est-à-dire que la dualité, suivez-moi, qui veulent que ce soit uniquement les démocrates, c'est-à-dire l'autre extrême, votre alter ego, qui soit avec vous au Parlement. Et dans ces conditions, demandez, quand vous sortez, même chez vous, demandez. Je viens de le dire, même chez eux, il y en a qui veulent. Précis comme ça. Et donc, quand vous prenez maintenant donc, dans les 80%, il y a donc 90% des 80% qui veulent que l'opposition de sa globalité soit au Parlement. Donc, la dynamique est de notre côté. Il revient donc à nous, partis d'opposition, de faire l'offre politique conséquente pour espérer, dans la division, pour espérer emporter l'adhésion des populations. Et nous, nos propositions sont claires. C'est pourquoi je le dis, nous, nos propositions sont claires. Parlons des propositions, débattons de votre vision. Quelle est votre vision? Parlons projet contre projet. Vous allez continuer, Mohamed Liamidi. Le temps pour moi de partager avec vous les avis de certains téléspectateurs. Ça va peut-être vous aider à alimenter les réflexions. Léopold Assogbadjo dit, par exemple, que l'analyse de Adou Konou est très juste parce que, en considérant le paramètre des 10%, si vraiment c'est maintenu, si ce critère des 10% est maintenu, que les partis politiques qui se multiplient aujourd'hui et qui n'ont peut-être pas de fief électoral, qui n'ont pas encore fait d'expérience électorale, ne réussiront pas à avoir les 10%. Ça, c'est son avis. Il y a Messan Aoui Souci, voilà, Aoui Souci, qui vous pose une question, vous. Il estime que le bloc républicain est plutôt un regroupement de partis politiques, mais pas un parti politique. Je ne sais pas quelle est la nuance, mais vous allez y répondre quand vous aurez la parole. Il y a un téléspectateur qui dit que les législatives de 2023 constituent un tournant décisif pour la consolidation donc de la démocratie béninoise. Bon, voilà, il y a beaucoup de téléspectateurs, franchement, qui demandent que vous puissiez vous mettre ensemble, etc. Mais il y a un autre qui dit, dans le même temps, pourquoi le BR et l'UP ne se mettent pas ensemble pour soutenir les actions du président de la République. Bon, voilà, ça, c'est notamment sur la question de l'Union. Oui. Donc, pour revenir à tout ce qui est dit là, il me rejoignent. Je viens de vous dire. C'est la dernière prise de parole sur le sujet. En suivant donc tout ce que vous avez dit, vous comprenez donc que le problème des 10% ne se pose pas, puisque 80% des électeurs souhaitent que nous soyons au Parlement. Suivez tout ce qui vient d'être dit. Donc, à partir de ce moment, le problème des 10% ne se pose plus. Il nous revient de faire l'offre politique conséquente pour pouvoir prendre en compte les aspirations du peuple. Et parlant des aspirations du peuple, je vous l'ai dit, débattons de cela. Amenez les députés UPBA, là, moi je veux les voir. D'accord. Moi je suis membre d'un parti et je suis membre du bureau exécutif d'un parti. C'est ça. Les sous pour l'animation de la vie politique, le financement public des partis politiques, ils le reçoivent pour pouvoir faire ce genre d'exercice. Alors donc qu'ils viennent, qu'on en débatte, pour que le peuple soit éclairé et puisse faire son choix. Rapidement, votre réaction. Moi je veux voir, je veux qu'il revient à la presse de jouer son rôle. On joue notre rôle. Vous avez été invité là par exemple. Amenez-nous des députés. On a convié beaucoup d'autres partis politiques qui ont décrit notre offre. C'est eux qui sont restés à l'Assemblée. Vous avez bien parler et qu'on puisse discuter projet contre projet. Ce que nous proposons et ce que... On va sortir avec vous. Antoine Okono. Oui. Les réactions des téléspectateurs, il y a un qui demande, dans la logique où vous soutenez on va dire l'union, le regroupement des partis comme, par exemple, restaurer la confiance, puisque eux, ils sont sur ce plateau et vous avez donné leur exemple. Pourquoi le BR et l'UP ne s'unissent pas? Non, je crois que peut-être que mon explication n'est pas suivie. Parce que le BR et l'UP sont déjà des regroupements. Si vous prenez l'UP, c'est près de plus de 200 partis politiques regroupés. Vous verrez au BR, c'est pareil, plus de jusqu'à 300, 400 mouvements. C'est de grands regroupements déjà. D'accord? Nous ne disons pas qu'il faut aller vers un parti unique, mais il faut aller vers de grands ensembles. Pour pouvoir avoir des résultats. Avoir des résultats. Et je dis, mon souhait, il faut que M. Liamidi m'écoute bien, mon souhait, c'est de ne plus avoir un Parlement monocolore. Mais pour que ce souhait se concrétise, ce ne se fera pas de façon magique. On ne dira pas que
après les élections, comme il n'y a pas d'opposants, on décrète au moins 2 opposants pour aller rester. On ne le dira pas. Ça va se faire dans les urnes. Et j'ai dit que la probabilité pour se représenter à l'Assemblée est plus forte, plus on se réunit. C'est ce que moi j'ai dit. D'accord. Et je conclue en disant, si les tests sont là, et vous choisissez des stratégies pour dire on va expliquer au peuple, on va faire ceci, et l'opposition est plurielle, tout le monde prend de récépissé, ce n'est pas un problème. Mais il ne faut pas qu'à l'arrivée, lorsque personne d'entre vous n'aurait réuni 10%, qu'on dise que pourquoi on a mis les barrières de 10% dans la loi. Non. Les barrières étaient là quand vous êtes en train de vous comporter comme ça. Très bien. C'est pourquoi j'ai dit il faut voir les règles du jeu pour adapter son comportement aux règles et non se donner des règles pour maintenant faire face aux lois. Mon souhait pour vous, c'est de vous regrouper. Mais comme vous voyez que ce n'est pas important et qu'il y a déjà 80% de la population qui est avec vous, si c'est ça, c'est bon. La réponse vous allez vous elle retrouver. se trouve dans ce que vous dites. Lorsque vous dites que vous souhaitez qu'on se regroupe et que vous dites que 80% de la population, que vous le dites, donc vous répondez déjà Non, à la question. Non, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas là où vous avez trouvé ces chiffres. Que 80% sont déjà. Oui. Si c'est bon, c'est. Apportez vos chiffres. Attendez, un débat. Il faut qu'on évolue Apportez maintenant. la contradiction. Je réponds à ce Vous n'avez pas apporté la téléspectateur contradiction qui a de dit ce que j'ai dit. que Apportez le la contradiction de ce que je dis. n'est pas un parti politique et que c'est un regroupement de partis politiques. Je lui réponds en 2 temps. Dans un premier temps, je lui dirais que ce n'est plus possible aujourd'hui que des partis se regroupent pour ne pas être un parti politique. La loi a supprimé les alliances. Donc dès que vous vous mettez ensemble, vous disparaissez et vous donnez naissance à un nouvelle parti. chose. Mais dans... Conformément à la charte des partis politiques. C'est ça. Maintenant, dans la pratique, Oui. dans la vie de ces partis, il n'y a que des courants existent. Très bien. Et peut-être que c'est au fond ça des que Si mon on ami organisait constate. un débat sur la réforme, peut-être qu'on va y revenir. Quand Je voudrais est-ce qu'on qu'on va puisse organiser parler de la le- situation le- socio-économique le débat, quand est-ce que du nous Bénin, allons justement, organiser le débat? pour parler de la cherté de la vie. On sait que les produits de première nécessité coûtent beaucoup plus cher. Depuis quelques temps, en tout cas depuis plusieurs mois, les gens crient au scandale. Et vu la montée du prix de certains produits, notamment on a parlé du pain il y a de cela quelques temps, le pain qui coûtait 150 francs dans certains départements, face à tout ça, le gouvernement est monté au créneau à travers le Conseil des ministres, où on a régulé un peu les prix de certains produits, on a même exonéré certains produits de taxes. Vous y connaissez beaucoup, vous êtes comptable de profession, Antoine Adoukono. Vous avez l'impression aujourd'hui que le Bénin devient un modèle en ce qui concerne la gestion de cette affaire de cherté de vie? Bon, je crois que je donnerai un avis beaucoup plus technique sur cette question-là. Bon, je pense que le gouvernement, en analysant la situation, a dû tirer des conclusions et a pensé à agir sur un certain nombre de leviers qui sont à sa disposition, notamment le contrôle des prix. Bon, nous allons attendre le temps pour voir si est-ce que ces mesures ont pu donner les résultats escomptés. Parce que lorsque nous allons sur un marché libéral, je fais partie de ceux qui pensent que réguler les prix par ce contrôle, à ma foi, n'est pas la meilleure solution. Mais... Quand la population souffre? Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas baisser les prix, mais je dis les mécanismes pour le faire, les mécanismes de contrôle de prix ne sont pas toujours les mécanismes les plus appropriés parce que quand vous voyez les acteurs qui interviennent sur le marché, au fait, ces montées de prix que nous avons ne sont pas dues nécessairement à cause des taxes. Donc si on diminue les taxes, ce n'est pas dit qu'on aura les résultats immédiatement, puisque les taxes n'étaient pas réellement la cause. D'accord? Je dirais cela parce que pour que ces mesures soient efficaces, il faut que tout le monde accompagne le gouvernement. La décision à elle seule ne suffit pas pour avoir les résultats escomptés. Il faut que tous les acteurs, c'est-à-dire les producteurs et les importateurs, accompagnent le gouvernement. Sinon, le gouvernement aurait bien pris les mesures, mais vous allez voir que sur le marché, les changements ne seront pas observés automatiquement. D'accord. J'en veux pour preuve. Lorsque je prends un importateur qui a déjà des stocks avant que la décision ne se prenne,
c'est-à-dire qui n'est pas passé par le cordon douanier, il peut se dire, bon, ces stocks n'ont pas bénéficié de ces mesures, il faut que je les vide d'abord avec le prix ancien, avant de me mettre dans la nouvelle réforme. Ah, si c'est ça, le gouvernement doit, au vu des statistiques, déjà contrôler les stocks existants et jouer son rôle pour savoir que pendant tel délai, vu le délai d'écoulement des stocks, les anciens stocks auraient déjà fini. Et passé ce délai, on ne peut plus voir quelqu'un qui dit que c'est à cause des anciens stocks qu'il est en train de fixer d'abord les prix anciens. Très bien. Vous voyez par exemple, les gens peuvent même spéculer. Des importateurs peuvent venir pour importer beaucoup, profiter de la baisse des taxes et refuser de mettre les produits sur le marché. Et il y aura toujours insuffisance de l'offre et les prix seront toujours en haut. Et il va dire au moment où on va lever la mesure, il va mettre maintenant les stocks. Ça veut dire qu'il va gagner double, il va profiter de la baisse de l'impôt de l'État, mais ne va pas jouer son rôle pour mettre le produit sur le marché et on ne va pas endiguer le mal. Et après, il va sortir les produits pour les vendre plus cher. C'est pourquoi j'ai dit, le gouvernement a pris la décision, mais il faut que tous les acteurs de la chaîne comprennent qu'ils sont des Béninois et que la souffrance des populations, même si prioritairement ça incombe au gouvernement, qu'ils sont des acteurs de la chaîne de dépenses du gouvernement et qu'ils accompagnent le gouvernement. Et qu'il faut que les gens soient de bonne foi. Vous pensez que ces prix qui sont sur le marché là, qu'il n'y a pas des gens de mauvaise foi qui ont fixé des prix exorbitants juste pour dire qu'il y a inflation, il y a inflation, il y a inflation. C'est pourquoi il dit, le gouvernement a pris la décision, mais il faut qu'il y ait un suivi pour que tous les acteurs accompagnent le gouvernement. Sinon, vous allez voir, parce que sur un marché où c'est le libre-échange, venir réguler, ce n'est pas facile. Je finirai en disant que je ne manquerai pas de revenir sur ma proposition que j'ai toujours faite au gouvernement. Ce matin, je suis très content, j'ai écouté le directeur de cabinet du ministère du Commerce qui a dit que une structure comme l'ONASA est en édification et que les réflexions avancent. Et j'étais très content, je souhaite que le gouvernement continue pour que, même si ça ne doit pas s'appeler ONASA, qu'on ait d'autres structures qui permettent à l'État d'intervenir directement sur le marché. Et je pense que tous ces problèmes seront régulés. Mohamed Lamidi, sur la question de la cherté de la vie. Merci. J'ai entendu M. Adoukonon parler, il a parlé de que les acteurs, les importateurs puissent accompagner le gouvernement. C'est ce que vous avez dit. Oui. J'ai bien envie de savoir comment le gouvernement avait-il accompagné ces acteurs-là pour qu'aujourd'hui ils puissent retourner ce qu'il faut. C'est-à-dire puissent accompagner. Quel était ce que le gouvernement... Écoutez-moi. Qu'est-ce que le gouvernement avait prévu? Et je vous ai entendu parler. Je parle d'accompagnement en termes de comportement. Et là, parce que c'est une question d'adhérer à la vision du gouvernement. Et là, j'ai entendu encore parler de Nazar. On a débattu déjà de cette question il n'y a pas longtemps. On a débattu de cela, je crois que c'était avant les élections l'année passée. Et là, on en est encore là à débattre. Ça veut dire que la question des réformes se pose toujours. La façon dont on fait les réformes, la question se pose toujours. Et donc, il faut tenir compte de tout, avoir une vision globale de tout. Et quand on parle de ça, il n'y a pas que ça. Il y a le domaine des produits, le secteur des produits pétroliers. Le même problème se pose un peu partout. Et à l'analyse, on se rend compte que le problème est déplacé. On déplace le problème, ça veut dire qu'on ne règle pas vraiment le problème. Et je voudrais en revenir pour dire, les mesures ont été prises, il y a eu des fixations, il y a tout ça. Et vous avez déjà posé le problème, moi je m'en réjouis de vous entendre le dire. Vous reconnaissez donc qu'il y aura un problème de suivi. Et s'il y a un problème de suivi, c'est qu'il y aura forcément, la conséquence de cela, c'est-à-dire qu'il y aura, les inégalités vont encore se creuser. Puisque ce que ça va poser comme problème, du moment où le problème du suivi aura là, c'est qu'il y aura les inégalités qui vont encore se creuser. Si le prix est fixé ici, le monsieur qui est accompagné quelque part dans un fonds là-bas, comment vous voulez qu'on puisse suivre ça? Pour que ce qui se passe ici, c'est-à-dire que ce qui a été pris comme décision soit respecté. C'est pourquoi il parle d'accompagnement. Respecter, c'est accompagner le gouvernement. Le problème de suivi se pose. C'est pourquoi il parle de l'accompagnement du gouvernement. Maintenant, quand on a pris l'ensemble de ces mesures, vous parlez d'exonération, vous parlez d'enlèvement de taxes, vous parlez de... Puisqu'il y a une politique qui était là depuis que nous observons. Quand on fait ça, puisque tout est budgétisé, la gestion
C'est une question de budget. Ça n'avait pas été prévu. Vous êtes d'accord avec moi? Du moment où ça n'avait pas été prévu, alors dites-moi, d'où est-ce qu'on va sortir les ressources pour pouvoir compenser le déficit que cela va créer? Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y aura un déficit. Le déficit que cela va créer là, comment on va pouvoir compenser ça? Parce que ça n'avait pas été prévu. Les exonérations, les taxes, comment on va faire? Ça veut dire quoi? Le budget est prévisionnel. Le budget est prévisionnel, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y aura un déficit? Comment cela va-t-il être compensé? C'est ce que je veux savoir, puisqu'on ne savait pas qu'il y aura de telles situations qui amèneraient à prendre de telles mesures. Maintenant, les décisions ont été prises pour 3 mois, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Si dans 3 mois, la situation continue, qu'est-ce qui va être fait? On va encore creuser, c'est-à-dire accroître encore le déficit, et on ira de déficit en déficit. Et de cette manière, dites-moi comment on veut payer. Dites-moi comment on veut payer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, il faut encore s'attendre à ce qu'il y a d'autres tasses qui surviennent encore, puisque c'est le modèle mis en place. D'accord? C'est ça, en fait, la réalité. C'est pour ça que nous disons simplement que ce qu'il faut faire pour éviter que ces égalités-là ne s'accroissent, c'est-à-dire qu'avec ces genres de mesures, puisqu'il faut payer, et donc d'autres tasses maintenant encore, les riches seront toujours riches, les pauvres seront toujours pauvres. D'ailleurs, leur situation va encore plus s'aggraver puisque c'est eux qui doivent payer. Et donc, on ira de déficit en déficit. C'est ça, en fait, le problème. C'est pour ça que nous disons que ce qu'il faut, c'est de changer le modèle. Il faut changer ce modèle. Le modèle économique, là, c'est ce modèle qui crée tout. Non. C'est ce modèle qui change. Le modèle ne peut pas donner le résultat. Parce que, dites-moi, je vous ai posé une question, comment on va compenser le déficit? Si dans 3 mois, le problème n'est pas réglé, on va faire comment? Bien, merci beaucoup. Donc, Mohamed, il faut changer de modèle pour espérer que la politique globale que le gouvernement va mener va prendre en compte ces jeunes choses pour que quand ça arrive, qu'on puisse souffler. D'accord? Et il faut exploiter les potentiels du pays. C'est ça le problème. À l'heure où tout le monde court pour utiliser tous les potentiels possibles, nous en avons au point même qu'on dit qu'un gros potentiel, par exemple comme le Nigeria, qu'on ne veut pas utiliser. Il faut exploiter l'ensemble des potentiels du pays pour que les opportunités soient pour tous et donc pour, comment je vais dire, agrandir, pour revoir un peu les sources de revenus de l'État pour que le peuple puisse souffler. Et il faut aller, on parle là de quand est-ce qu'on pense donner du pouvoir d'achat aux populations pour pouvoir faire face à la crise. C'est ça aussi l'autre mesure qu'il faut prendre. Et là, on dit d'attendre. Jusqu'à quand? Donc, voilà autant de problèmes. Et nous pensons que c'est seulement en changeant le modèle là, parce que c'est le modèle qu'on va régler le problème. Merci beaucoup. Un peu comme Mohamed Liamili, il y a changeons le modèle pour qu'on puisse arriver à une situation qui arrange tout le monde. Vous avez été suffisamment clair. Que les pauvres puissent cesser toujours d'être ceux qui vont payer. Merci beaucoup. Il y a Owens Ahossi, disais-je, qui pense que la cherté du coût de la vie aujourd'hui au Bénin s'est accentuée justement depuis quelque temps parce que la législation fiscale, dit-il, à l'ère de la rupture a rendu beaucoup plus coûteuse la vie aux Béninois. Il estime qu'on met trop de pression fiscale et qu'il revient plutôt à l'État de pouvoir intervenir pour réguler ou juguler ce choc économique, pour adoucir le coût de la vie aux citoyens. En 10 secondes, je voudrais qu'on puisse... 10 secondes? Oui, en 10 secondes. Est-ce que vous avez... économique. Absolument. Est-ce que vous avez l'impression... Vous avez l'impression qu'on a de beaux jours devant nous? Parce que nous, on a des contraintes de temps, malheureusement. Oui, c'est ça. Donc moi, je ne peux pas répondre ça là en 10 secondes. Puisque la question que... Au fait, Bon, je souhaiterais que les téléspectateurs précisent donnent avec précision les taxes qui ont été augmentées du point de leur taux. L'électricité coûte plus cher qu'avant. J'ai dit qu'on me donne la précision, puisque avec le nouveau... Il a parlé de l'électricité. Si vous êtes en tant que parti politique et que vous prenez en compte les aspirations du peuple, vous devez le savoir. Donc ce n'est plus... Si vous ne savez pas, vous avez des militants. Voilà. Malheureusement, on parle des taxes. Quelles taxes? D'accord. Moi, je crois avoir déjà répondu. Oui, tout à fait. Et je ne vous la pose plus. Merci. En parlant de cette pression. Le modèle économique, c'est un modèle qui presse tout le monde, qui met tout le monde à l'effort, qui contraint tout le monde. Mohamed Liamidi, merci. On a fini malheureusement. Mohamed Liamidi du parti Restaurer la confiance, merci d'avoir été sur le plateau en ce dimanche. Dites-moi quand est-ce que nous allons débattre des offres politiques. On va y revenir, je vous le promets. Qu'ils viennent qu'on puisse débattre, que nous faisions nos propositions et que le peuple soit éclairé. Il revient à la presse de faire Merci beaucoup. Vous êtes du parti Bloc Républicain. Merci infiniment à vous aussi qui nous avez suivis de bout en bout. Julien Kané-Kansou, par exemple, estime qu'il fallait revoir la loi, le code électoral et supprimer le paramètre des 10%. Le débat, il promet d'être fait encore très prochainement. On a un peu de temps avant les législatives, on y reviendra. Merci à vous de nous avoir suivis.